Monsieur le député, je vous remercie de me recevoir ici dans votre permanence parlementaire, qui n'est pas à Paris, mais qui est à Cologne. Vous êtes député depuis juin 2012 des Français établis hors de France, et plus précisément, vous représentez à l'Assemblée nationale, à Paris, les ressortissants français de 16 États européens. Depuis quand les Français élisent leurs députés dans les circonscriptions hors de France? Ils les élisent depuis juin 2012, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il existe 11 circonscriptions et donc 11 députés des Français de l'étranger dans le cadre de la vie parlementaire de la Ve République. À mon avis, aucun autre pays dans le monde a découpé d'une manière semblable le monde en des circonscriptions. Oui, ça c'est probable, encore que je ne connais pas le découpage électoral des Italiens. Oui. Mais je sais que celui des Portugais, qui est le pays qui depuis le plus longtemps a des députés, des ressortissants à l'étranger, repose sur l'Europe et le reste du monde. Ah oui, très bien. Et en tant que député, vous représentez donc votre compatriote à l'Assemblée nationale, et sur votre site internet, on lit député des Français de l'étranger, et puis circonscription Allemagne, Europe centrale et orientale. Votre circonscription est donc plus grande que beaucoup de chefs d'État, n'est-ce pas? En plus, le bureau de votre circonscription, on dit permanence, est à Cologne. Représentez-vous aussi un peu l'Allemagne et les autres pays en Europe centrale à l'Assemblée nationale? Bien sûr, bien sûr. Même si je suis l'élu des Français vivant dans ces pays, il y a une sensibilité à l'égard de ces pays que je me dois de porter dans mon travail parlementaire en commission et en séance dans l'hémicycle. Et il est clair que dans les débats que nous avons, j'incarne, je pense, une voix peut-être un peu différente. Et pour parler de l'Allemagne, un contexte et une attention de l'Allemagne à l'égard de la vie politique française que j'essaie de porter tout en restant un député de la République française. Ça vous donne parfois l'occasion de lever le doigt et dire en Allemagne on pense différemment? Oui, tout à fait. Pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, ça m'est arrivé sur les questions d'économie et la différence de compétitivité malheureusement en ce moment entre la France qui lutte pour retrouver sa compétitivité et l'Allemagne dont on connaît les résultats extraordinaires en matière économique. Vous êtes entré au PS en 1988. Quelle expérience vous y avez fait? Durant 25 ans, ça a été l'expérience de quelqu'un qui a adhéré comme un simple militant au moment où j'étais étudiant. C'était en juin 1988, juste après la réélection de François Mitterrand. Et puis qui, par les circonstances et par la volonté, a aussi choisi de monter quelques échelons en devenant cadre de la Fédération des Français à l'étranger, puis premier secrétaire de cette fédération pendant 10 ans, et puis en prétendant dans un premier temps être candidat aux élections législatives, puis quand j'ai obtenu cette investiture, en partant à fond dans la conquête de ce siège que j'occupe désormais. Le premier jour comme député, c'était le 22 juin 2012. On vous a laissé entrer facilement au Palais Bourbon? Non. Non, c'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis arrivé par le train, j'ai mis 4 jours à aller à Paris après mon élection parce que je ne voulais pas arriver à Paris trop tôt et je ne voulais pas arriver à Paris avec trop de monde autour de moi. Je ne voulais pas rencontrer la presse. J'avais envie de vivre ça un peu intimement. Et j'aurais bien aimé vous accompagner. Oui, quand je suis arrivé au Palais Bourbon, je suis sorti du métro, musée d'Orsay, et je marchais vers l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que j'ai fait pendant 30 ans dans ma vie. Mais je ne me suis jamais arrêté. Et tout d'un coup, j'ai compris, et c'est tout bête, que j'allais à l'Assemblée nationale, comme député. Ça y est. Et ça m'a, en l'espace de quelques secondes, je voyais, elle était face à moi, et je me suis dit, tout ce travail, et ça y est. J'ai appelé mes parents sur le chemin pour leur dire, ça y est. Et puis après, quand je suis arrivé, il y avait un garde à l'entrée qui m'a dit, c'est pourquoi? Avec un ton un peu, je dis, c'est pour, comme député. Et puis il me dit, c'est quoi votre nom? Il a regardé une liste, je lui donne mon nom, il me dit, vous n'êtes pas dessus? Je dis, mais je vous assure, j'ai gagné les élections. Mais il y avait une autre feuille avec les députés des Français de l'étranger. Vous avez eu un peu de trac lors de votre première intervention dans l'hémicycle. C'était une question pour le gouvernement? Oui, c'était la première question au gouvernement que je posais. C'était aussi la première question au gouvernement qu'un nouveau député posait. Et mon trac, il vient aussi de là. C'est-à-dire que j'étais le premier élu de toute cette législature à parler dans l'hémicycle au moment des questions au gouvernement et j'étais absolument mort de peur.
Et je m'en suis voulu pendant les 3 ou 4 minutes précédant ma prise de parole d'avoir accepté de poser cette question. Puis 20 à 30 secondes après le début de la question, la peur s'en va. Mais j'ai fait du théâtre dans ma vie et j'ai connu des moments de trac, mais j'ai jamais connu un moment d'angoisse pareil. J'ai eu l'impression de perdre 1 à 2 kilos en 2 minutes. Mais aujourd'hui, 1 an après, qu'est-ce que cela signifie pour vous être député? C'est un travail à la fois passionnant par les sujets que j'aborde, le soutien que j'essaie d'apporter aux compatriotes de ma circonscription, les thèmes que je pousse tant en commission qu'en séance. Puis c'est un travail profondément humble. L'on s'aperçoit que pour changer les choses, il faut du temps et qu'on ne change jamais rien tout seul. Ça oblige à une grande modestie de tous les instants. Mais c'est un travail qui, sur une mandature de 5 ans, doit porter des fruits. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. Récemment, j'ai pu vous observer au Bundestag. Vous étiez assis juste au-dessous de moi, de la tribune de presse, chanter les 2 hymnes nationaux au Bundestag. C'était des heures inoubliables. Oui, c'était immense. Ça aussi, c'est quelque chose que je garderai à l'esprit très longtemps dans ma vie. Je suis, comme des millions de personnes, issu d'une famille qui a payé le prix du sang pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père maternel est mort à la percée allemande dans les Ardennes, et je porte le souvenir d'une famille résistante qui sait ce que c'est que de souffrir. Et en même temps, c'est cette famille qui m'a poussé à la relation à l'Allemagne. Et quand je me suis retrouvé assis à côté de Andreas Schokenow, dans l'hémicycle du Bundestag, à l'intérieur du bâtiment du Reichstag, et que j'ai entendu la Marseillaise, et que j'ai entendu Schokenow qui l'a chanté à tue-tête à côté de moi, comme dans un stade de football. Vous l'avez regardé un tout petit moment, n'est-ce pas? Oui, j'ai regardé, exactement. J'ai été tellement impressionné, il m'a tellement impressionné que je ne savais plus si je devais chanter moi-même. Et tellement c'était brillant de sa part. Et c'est un moment très fort, très fort. En quelques phrases, quelle signification revient aujourd'hui, 50 ans après la signature du traité de l'Élysée, et aux relations franco-allemandes, c'est-à-dire à la coopération franco-allemande en Europe? Ça reste plus que jamais l'un des moteurs, sinon le moteur, du progrès européen, aussi longtemps que la France et l'Allemagne ne se pensent pas en directoire, comme ils ont pu le faire dans les quelques années passées, en tout cas avant l'élection de François Hollande. Mais c'est aussi un couple qui a besoin, comme beaucoup de couples, d'une nouvelle étape. Il faut qu'on sorte de la logique de commémoration qui a beaucoup marqué les 50 années passées, et que l'on se projette dans une dynamique de projet, vous voyez, quelque chose qui toucherait à l'économie. La semaine passée, j'ai beaucoup argumenté en faveur d'un EADS franco-allemand des énergies renouvelables, du transport de l'énergie, de la distribution d'énergie, du démantèlement des centrales nucléaires, de la sobriété énergétique, parce que ce sont ces éléments de solidarité-là et de création de richesse-là qui pousseront le plus les jeunes Français et les jeunes Allemands à percevoir le territoire et la nation de l'autre comme la continuation immédiate des vies respectives, où l'on peut construire à la fois sa vie professionnelle mais sa vie familiale et finalement forger un destin. Vous avez parlé de moteur. Entre Paris et Bonn, les relations semblaient ces derniers mois, sont un peu tendues peut-être, ou plutôt c'est un bruit de travail normal? Ou pensez-vous que le moteur franco-allemand manque un peu d'huile? Je pense qu'il y a les bonnes personnes. Je pense profondément que Angela Merkel et François Hollande ont les personnalités qui leur permettent de travailler ensemble. Beaucoup plus que Merkel-Sarkozy qui étaient très dissemblables. Simplement, il faut avoir un peu d'ambition pour les 10, 15, 20 ans qui viennent. Ne pas penser simplement à l'horizon de 1 mois, 6 mois, 1 an, et ne pas penser uniquement à France-Allemagne pour Europe. Mais il faut aussi penser à France-Allemagne pour Allemagne et France. Ne pas oublier que le traité de l'Élysée, c'était aussi ça. Je vous ai rencontré la première fois au Ältestenrat au Bundestag, juste avant la réunion des 2 parlements sous la coupole du Reichstag. Les 2 bureaux des 2 parlements s'étaient réunis en format élargi. Vous y avez vraiment travaillé? Oui, tout à fait. Nous avons ce jour-là en particulier échangé sur les décisions quant au prix parlementaire franco-allemand que nous remettrons à l'occasion des 50 ans du traité de l'OFAGE, création de l'OFAGE, le 5 juillet, et puis réfléchi aussi à programme de nos 2 groupes d'amitié, puisque Andreas Schokenow comme moi-même siégeons avec les membres du Présidium et du Bureau de l'Assemblée nationale, et la prochaine étape dont nous avions parlé ce jour-là est à Nuremberg entre le 5 et le 7 mai,
où nous visiterons ensemble, députés français et allemands, l'Agence fédérale pour l'emploi et le travail. Vous avez mentionné déjà M. Schockenhoff, vous êtes vous-même, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Allemagne. Vous avez évidemment contact avec votre homologue Andreas Schockenhoff au Bundestag. Vous voyez souvent. De quel sujet parlez-vous? On parle de beaucoup de choses. Je crois que c'est un homme d'une immense richesse intellectuelle et personnelle qui me touche beaucoup par son humanité, au-delà peut-être de différences politiques. Et il nous arrive bien sûr de parler de questions touchant à la retraite, chose franco-allemande, vous voyez, les Français en Allemagne, les Allemands en France, la reconnaissance des diplômes, les questions familiales, mais plus fondamentalement aussi de choses touchant à l'économie. Il est l'élu d'un land et d'une partie d'un land économiquement prospère. Je suis moi-même issu d'une vie industrielle qui, pour l'essentiel, était en Allemagne, et nous avons beaucoup aussi en commun de ce point de vue. Donc nos discussions portent pas mal aussi de nature prospective sur ce que France et Allemagne, entreprises françaises et allemandes, peuvent faire ensemble. Vous voyagez beaucoup en Allemagne. Vous y rencontrez aussi vos électeurs? Bien sûr. À chaque fois que je bouge, j'ai toujours au moins une permanence que j'organise là où je me trouve, auprès des Français qui veulent me rencontrer. Et puis la plupart du temps, je trouve également les heures qu'il faut pour faire une réunion publique, qui est une sorte de compte rendu de mandat in situ. C'est-à-dire que quand je suis là, je rencontre les gens et j'essaye d'avoir une dynamique de groupe pour la discussion, au-delà de la rencontre individuelle que la permanence permet. Vous voyagez aussi avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault quand il bouge en Allemagne, quand il voyage en Allemagne. Quels sont vos souvenirs de ces voyages? Il y en a eu deux. Le premier était à Berlin en novembre pour le forum du Süddeutsche Zeitung où il avait été invité. Et le second était à la fin du mois de février à Hambourg pour le banquet de la Saint-Mathieu. Les anecdotes, c'est que c'est un homme qui est très profondément attaché à la société allemande par son histoire personnelle de professeur et d'étudiant à Würzburg. Il a une Volkswagen avec laquelle il a voyagé en Allemagne. Et je ne sais pas s'il est venu dans son combi Volkswagen jusqu'en Allemagne, qui vaut 1000 € quand vous regardez sa déclaration d'intérêt, mais il y a un attachement profond de Jean-Marc Ayrault à l'Allemagne, et je pense que c'est l'un des éléments de nos échanges dans le petit avion quand on vient ici. Il aimerait avoir le temps de rester plus longtemps. Le temps est tellement court, on est contraint, je le sens moi-même comme député, mais imaginez le Premier ministre, chaque quart d'heure est précieux. Et je l'ai remarqué à Hambourg, il aurait aimé sans doute avoir les 2-3 heures qu'il fallait pour s'évader et partir un peu plus loin et retrouver les éléments, même momentanés, d'une vie simple et de l'échange avec les Allemands. Politique intérieure. Le 22 avril, vous avez écrit sur votre page Facebook, je peux citer, me permettez, « Dans quelques heures, je voterai pour le mariage pour tous avec fierté et émotion. Il n'y a pas un amour, mais des formes d'amour. Toutes sont infiniment respectables. La loi va enfin reconnaître ce que la société, tranquillement, a déjà accepté, l'égalité face au bonheur. » Pourquoi ce projet de loi est si important pour vous? Parce que j'ai le sentiment, et bien d'autres aussi, que dans la société, il y avait plusieurs catégories de personnes qui n'avaient pas les mêmes droits dans la reconnaissance de leur bonheur que d'autres au motif qu'ils aiment une personne de même sexe. Et je considère que le droit au mariage, pour ceux et celles qui veulent en faire usage, ne pouvait pas être uniquement réservé aux personnes de sexe opposé. Il n'y a pas une famille, mais des familles. Et ce projet de loi me tenait à cœur pour cette raison. Sans doute ai-je aussi senti cette chose plus fortement que si j'étais resté dans ma ville natale, qui est une petite ville de Bretagne assez homogène, mais en ayant vécu beaucoup, voyagé, habité de grands pays et de grandes villes extrêmement brassées, extrêmement hétérogènes. Cette réalité des couples de même sexe, je la connais, y compris dans mon entourage très proche, et je ne pouvais pas, devenu législateur, ne pas me faire l'écho de ce besoin d'égalité. Encore une question pour la politique intérieure. Le président de la République souhaite élargir la transparence qu'il impose aux ministres, aussi aux députés. Qu'en pensez-vous? Moi, j'y suis prêt. Ça n'est pas un exercice facile parce que c'est un peu comme si j'allais sur la Konrad Adenauer-Ufer et je me mettais tout nu et je disais aux gens, regardez. Mais je considère que je ne suis pas
n'importe quelle personne, et il ne faut pas le prendre immodestement, mais comme parlementaire, j'ai un devoir qui est celui de voter la loi, de voter le budget, de contrôler l'action du pouvoir exécutif, et je me dois d'être totalement transparent au regard des gens qui m'élisent, comme de nos concitoyens au sens général. Donc même si c'est difficile d'exposer sa vie privée, je suis prêt à publier mon patrimoine. Encore une question pour l'économie, parce que ça m'intéresse. Vous avez été auditionné récemment par une commission, elle a un très beau nom, Mission interministérielle d'évaluation de la politique publique en appui de l'internationalisation de l'économie française. En substance, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu que l'internationalisation de l'économie française est probablement la clé, la première clé du regain de croissance économique nécessaire dans notre pays, notamment d'une croissance qui soit stable, solide et surtout pérenne. Parce qu'il m'apparaît que la France est un pays qui regarde l'étranger à la fois avec envie et crainte. Plusieurs éléments récents l'ont montré, comme le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Et c'est un pays qui repose sur une structure de commerce extérieur trop liée à d'immenses contrats comme des trains, des centrales nucléaires, des ponts, des choses lourdes, et très peu, à la différence de l'Allemagne, sur l'équivalent d'un Mittelstand, qui serait ce qu'on appelle en France les ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui ont la structure nécessaire déjà pour aller à l'international, mais qui le font insuffisamment, probablement aussi parce que la puissance publique n'est pas assez derrière elles pour les conforter, les encourager dans leur prospection. Donc ça, je l'ai senti très fort comme député, mais aussi comme cadre d'industrie. Et puis dans mon expression, j'ai aussi voulu souligner le besoin qu'il y a d'attirer des investissements internationaux en France, parce que ce sont les deux faces de la même médaille. Ces entreprises qui s'installeraient en France sont aussi des entreprises qui exporteraient de France. Aujourd'hui, 30% des exportations de France viennent de sociétés qui sont sous capitaux étrangers. Il faut que ce soit plus que ça. Et moi, j'ai été un investisseur allemand en France, qui pendant 3 ans a vainement essayé... C'est le moment où vous levez le doigt et dites... Entre autres, oui, en disant mais je suis capable, parce que j'ai fait la même chose en Allemagne, la société à l'origine est américaine, pour implanter une usine à Frankfurt-Oder. Et ça a pris 6 mois, 9 mois. En France, ça m'a pris 3 ans, et ça n'a pas marché. Il n'y a pas de fatalité que ce soit si compliqué. À Paris, on accepte vos expériences? Mais j'ai été assez marqué par la réaction des gens qui m'ont auditionné hier. Parce qu'après tout, c'est une sorte où vous exigez presque une mise à plat des instruments actuels. Oui, mais c'est mon droit comme député. Et j'ai expliqué aux gens que je me sentais un peu porté par l'expérience que j'ai eue, en disant la France n'est pas un pays qui doit se noyer dans un millefeuille administratif où pour faire avancer un projet, vous devez avoir 6 réunions en parallèle, quand en Allemagne, où il existe aussi un millefeuille fédéral entre la ville, le Land et le Bund, je rencontre la ville, le Land et le Bund dans la même pièce le même jour. Encore une dernière question, monsieur le député. Facebook, ça a quelle signification pour votre travail? C'est important, j'arrive à communiquer beaucoup. D'abord les étapes de mes déplacements, quasiment tous les jours, je mets un post sur mon compte. Je suis aussi vigilant à ce que Facebook ne dérape pas. J'ai pu m'apercevoir ces derniers mois que si l'on n'était pas vigilant, ça pouvait arriver. Vous écrivez vous-même? J'écris toujours. Tout ce qui est sur Facebook, c'est moi. Tout ce qui est sur mon site aussi, d'ailleurs. Et je regrette de manquer un peu de temps pour irriguer davantage mon site. Ça, c'est le challenge d'un député. Je pense que je ferai mieux à mesure que le temps passera. Notre newsletter bientôt. Oui, tout à fait, avant l'été. Oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup.